Nous avions 50 000 hommes armés sur notre territoire. 50 000 hommes armés. Le terrorisme ne faisait que s'étendre. C'est allé au Burkina, c'est descendu au Togo, au Bénin. Et je dis aux camarades d'ailleurs souvent en rigolant que récemment, j'ai entendu le haut représentant de l'Union européenne pour l'Afrique, pour les affaires étrangères, autrement dit le ministre des Affaires étrangères, dire qu'ils ont donné 600 millions d'euros, à peu près 40 milliards de francs CFA, au Ghana, dans lequel pays il y a eu des inondations quelques temps plus tôt. Beaucoup sont morts, mais ce n'est pas pour l'inondation. Un pays qui a besoin de l'argent pour développer ses infrastructures et son industrie, ce n'est pas pour eux ça. Les 40 milliards sont donnés, vous savez, pour lutter contre le terrorisme. J'ai dit, mais le terrorisme, là, on pensait que c'était au Mali. Dia, c'est arrivé jusqu'au Ghana. Jusqu'au Ghana, c'est arrivé. Mais j'ai dit, mais attention, il faut que les Africains réfléchissent très bien. Cher ami, j'espère que tu vas bien. Je partage avec toi dans cette vidéo la dernière sortie de Choguel Maïga, le Premier ministre malien, qui révèle le voile sur la récolonisation programmée de l'Afrique à partir du Mali. Son discours rempli de révélations et informations choquantes qui met en lumière les plans des Occidentaux qui pourraient avoir des répercussions majeures sur l'avenir du continent africain. Je t'invite à suivre toute la vidéo et nous donner ton avis et réflexion en commentaire. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Top, c'est parti. Je vais vous faire l'économie de la lecture et demander à ceux qui veulent bien lire ce discours de le regarder sur Internet. Je vais juste, comme mon frère l'a fait, ajouter quelques éléments ici de nos discussions. Vous savez, quand il m'a parlé des frontières des États qu'il a cités, qui seraient plus petits que le Burkina, ou qui sont même plus petits, je lui ai dit que vous savez, ces frontières-là sont artificielles en réalité. Ces États ont été fabriqués. Quand vous regardez la Gambie, c'est comme un intestin dans le Sénégal. C'est quelqu'un qui l'a fabriqué. Et vous avez les mêmes peuples. Quand vous regardez le Togo, des deux côtés des lignes droites là, mais c'est les mêmes peuples. Ce sont des gens qui ont tracé ces frontières conformément à des intérêts précis. À un moment précis de l'histoire, pas des hommes précis pour des intérêts précis. Qu'est-ce que nous devons faire? Les pères de l'indépendance, pour éviter de tomber dans le piège qui leur avait été tendu, se sont dit: nous allons demander à chaque pays conserve les frontières héritées de la colonisation. Sinon, on n'allait pas finir les guerres entre les pays. Quand on a fini d'échanger, il m'a demandé, mais le Niger est-il plus grand que le Mali? J'ai dit peut-être un tout petit peu. Et puis je lui ai dit, imaginez un peu le Burkina, le Niger, le Mali, et peut-être d'autres vocations, comme il vient de le dire, qui nous amèneraient vers la mer. Et vous voyez l'Afrique, le rêve des Africains en réalité viendra des peuples. Les hommes politiques ont suffisamment parlé depuis 1960. Il leur appartient de suivre ce que veulent les peuples. Ce que veulent les peuples. Vous savez, quand on a pris les fameux embargos contre nos trois États, chacun a survécu en son temps son embargo. Mais ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'on ne sortait pas sur la mer. Je souhaiterais qu'il y ait des vocations qui nous amènent vers la mer.
Et vous savez que le Mali a tenu, entre autres, grâce au soutien de notre frère guinéen et de notre frère mauritanien. Du peuple guinéen et du peuple mauritanien, que je voudrais féliciter ici. Je ne voudrais pas dire plus sur ce sujet, sauf à dire que nous espérons, de notre vivant ou non, que certains pôles des États africains unis plus que 3, qui auraient un grand débouché sur la mer et qui auraient dans son territoire les grandes richesses qui sont convoitées aujourd'hui dans le Mali, dans le Niger, dans le Sahel. Je lui disais tout de suite que dans une des régions du Mali, Daoudeni, les ingénieurs nous disent qu'il y a un lac d'eau douce qui pourrait prendre l'humanité entière en charge pendant 200 ans. Ça, c'est dans une de nos régions. Vous savez que les régions du Nord, pendant qu'on nous a transporté l'insécurité au centre et au sud pour qu'on passe le temps à nous tuer là-bas, il y a de l'or qui est exploité au nord. Ça, c'est ce qu'on sait. L'or va où? Il y a des milliers de Soudanais et de Tchadiens dans les mines d'or au Mali. Mais c'est des mines où l'État ne pouvait pas aller. Qui les gardait? Et pourtant, nous avions 50 000 hommes armés sur notre territoire. 50 000 hommes armés. Le terrorisme ne faisait que s'étendre. C'est allé au Burkina, c'est descendu au Togo, au Bénin. Et je dis aux camarades d'ailleurs souvent en rigolant que récemment, j'ai entendu le haut représentant de l'Union européenne pour l'Afrique, pour les affaires étrangères, autrement dit le ministre des Affaires étrangères, dire qu'ils ont donné 600 millions d'euros, à peu près 40 milliards de francs CFA, au Ghana, dans lequel pays il y a eu des inondations quelques temps plus tôt. Beaucoup sont morts, mais ce n'est pas pour l'inondation. Un pays qui a besoin de l'argent pour développer ses infrastructures et son industrie, ce n'est pas pour eux ça. Les 40 milliards sont donnés, vous savez, pour lutter contre le terrorisme. J'ai dit, mais le terrorisme, là, on pensait que c'était au Mali. Dia, c'est arrivé jusqu'au Ghana. Jusqu'au Ghana, c'est arrivé. Mais j'ai dit, mais attention, il faut que les Africains réfléchissent très bien. Est-ce que vous voyez ce qui se dessine sur le plan historique? Le terrorisme était au nord du Mali. On amène 50 000 hommes pour aider le Mali. Au lieu d'arrêter le terrorisme, il s'étend au Burkina, il s'étend à la Côte d'Ivoire, il s'étend au Togo, au Bénin, au Ghana. Et on vient donner des armes. Vous savez, dans la perspective historique, à quoi ça va aboutir? Dans 10-15 ans, ce serait le terrorisme partout. Partout, nous serions en train de nous battre pour survivre, pas pour faire des États. Nous qui revisitons beaucoup l'histoire du Mali, c'est exactement la même situation à la fin du 19e siècle. Il n'y avait pas d'État central. Tout était disloqué. L'expérience arrivait déjà au nord. Vous savez, au nord, tous ceux qui ont les biens, il y a des assassinats ciblés pour les éliminer au nord du Mali. Donc c'est les narcotrafiquants et les terroristes qui ont le pouvoir armé et le pouvoir économique.
Les narcotrafiquants viennent dans une ville, la maison coûte 20 millions, ils vous donnent 50 millions. Et vous ne comprenez rien. Lui, peut-être même qu'il ne sait pas, mais ceux qui le mettent en mission, ils ont un agenda sur 20, 30, 40, 50 ans. Dans 30, 40, 50 ans, qu'est-ce qui va arriver? Tout le centre-ville de Gao, de Tombouctou, après ça va être de Mopti, peut-être de Ouagadougou, ainsi de suite. Ça va être occupé par des narcotrafiquants et des terroristes. Vous allez dire qu'il faut vous sauver, vous allez vous confier votre sécurité à des gens venus de l'extérieur qui vont vous faire la même chose qu'au Mali. Vous avez un médicament, un mal, quelqu'un a mal à la dent, l'autre à l'oreille, l'autre à la tête. On vient vous donne le même médicament. Force internationale. Elles viennent, elles font la même chose. Et vous faites des années en train de vous désagréger. À la fin, je vous assure que cette lutte contre le terrorisme, c'est la recolonisation de l'Afrique qui était programmée. Il fallait juste avoir à la tête des États des serviteurs auxquels on met un bon drap, on les parfume, président démocratiquement élu, et il vend son pays. Il dit même à son armée, il ne faut pas te battre, hein, tes adversaires sont plus forts que toi. Ou quand les citoyens s'organisent, ils forment des citoyens comme les VDP au Burkina. On dit non, c'est des miliciens. Mais en Europe, pendant les deux guerres, qui étaient les partisans? C'est des citoyens qui ont décidé de se mettre ensemble pour défendre leur pays. Personne ne les a jamais appelés miliciens. Parce que le mot partisan, il y en a qui sont devenus présidents dans leur pays après. Il y a des présidents européens qui étaient des anciens partisans. Mais quand c'est en Afrique, parce qu'un peuple a trouvé son propre génie créateur pour une façon de former une armée en plus de l'armée régulière, on lui colle une étiquette et puis on trouve des présidents démocratiquement élus pour les vilipender. Toute bonne initiative qui vient, on cherche à la salir. Les Africains patriotes qui se battent, ils viennent de la junte, ils sont arrivés par coup d'État, ils nous tympanisent les oreilles, ils amènent les radios et les télévisions, ils négocient avec les régimes démocratiquement élus, ils amènent les radios là jusque dans nos villages. C'est comme ça qu'ils font. Tympaniser. Les patriotes, on les qualifie comme on veut. On dit que c'est des putschistes. Mais j'ai l'habitude de rappeler, je ne connais pas une des grandes nations qui nous font des leçons, qui n'ont pas été conduits par un militaire à des moments critiques de leur histoire. Les deux personnalités les plus célèbres dans l'histoire de la France, c'est Napoléon et De Gaulle, c'est des militaires. Les États-Unis, c'est George Washington. L'Angleterre, c'est Churchill. Ceux qui le connaissent, c'était militaire. Staline, c'est un civil, mais il est devenu généralissimus. Mao Zedong, personne ne va nous convaincre. Donc on a cultivé chez l'intelligentsia une phobie du militaire. C'est fait exprès. Parce que toutes les sociétés européennes que vous voyez, elles sont organisées sur le modèle militaire. L'ordre, la discipline, la patrie et l'égalité des chances. Mais chez nous, tu as ton diplôme universitaire, tu viens, tu ne connais rien, aucun amour pour ton pays, tu es conseiller spécial dans 4-5 pays, tu as des passeports de 4-5 nationalités, et puis on te branche à des drogués ou à des réseaux bizarres qui font tout pour te porter à la tête du pays. Et tu viens, tu passes le temps à les servir.
Quand ils pensent qu'ils ont fini avec toi, ils disent, ah, c'est 2 mandats, hein. C'est fini. Tu t'en vas, ça trouve qu'ils ont préparé quelqu'un d'autre. Mais quand ils étaient à notre niveau de développement, qui parlait de mandat chez eux? Personne. Et puis chez eux même, il y a des pays où il n'y a pas de mandat. Pourquoi on ne parle pas à ces pays? Laissez chaque pays s'organiser comme il veut. Je ne dis pas partisan des mandats de plus, mais je vais vous montrer seulement le parcours historique de ces termes bidons qu'on nous a amenés pour nous laver le cerveau. Les radios là vont juste dans les petits coins. Vous savez, quand nos grands-mères se lèvent avant, ils branchent Radio Mali. Maintenant, quand ils se lèvent, ils branchent RFI. Ah, RFI, ils parlent dans toutes les langues. En Sorey, en Peul, en Bamana, en Tamashek, en Morée. Même dans les villages. C'est leurs radios qui sont écoutées. Les intellectuels jusqu'au président, dès qu'ils ouvrent la télé, France 24. Et au bout des années, on formate les esprits. On nous inonde de films où les enfants giflent leur papa dans le film. La femme et le mari se crient dessus, ils font la bagarre. Qui va regarder la télé? Si c'est une télé, ça suscite même des divorces souvent. Et la famille se désintègre. Au bout de quelques générations, nous aurons des États corrompus, composés majoritairement d'ignorants. Des peuples ignorants dirigés par des corrompus, qui connaissent juste de quoi travailler pour avoir son salaire, mais qui ne connaissent pas leur histoire. Qui veulent jouir la jouissance, voyager, avoir des parfums dans les avions. C'est tout ce qui les intéresse. Il faut que les Africains soient conscients que notre histoire, c'est la nôtre. Nous devons la connaître. Moi, depuis un mois, les ministres sont là. Certains sont même ennuyés parce qu'ils entendent les mêmes discours tous les jours. Mais je dis la répétition est pédagogique. Nous sommes un pays de brassage. Aussi longtemps que vous montez dans l'histoire du Mali, chaque groupe ethnique à un moment donné, il était avec les autres pour faire face à l'ennemi. Tout le monde. Nous avons eu des grandes entités étatiques ici. L'Empire du Mali, de Mansa Moussa, tous les Africains en sont fiers. On dit que c'est l'homme le plus riche de l'humanité. En 1300 et quelques. Il y a des pays qui n'existaient pas. 170 ans après, il y a eu Kankou Moussa. Avant Kankou Moussa, il y avait Soni Alibert. Dans l'armée Soni Alibert, il y avait des contingents composés uniquement de Touaregs. Uniquement